Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui sont nouveaux à ce meet-up et bienvenue aussi à ceux qui reviennent pour la énième fois. Moi, c'est Alexandre Tombeur, donc je suis un des 3 membres fondateurs du GenAI Network. Il y en a un qui vient de passer derrière moi, Thomas Boutefort, et Paul Moshkovitch. Donc, on a tous les 3 travaillé dans les techs pendant plusieurs années. Thomas et Paul ont lancé Emile, que certains ont bien connu. Organisme de formation au métier de la data. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal d'années au Wagon. Et on s'est tous retrouvés au Wagon quand Emile a été racheté par le Wagon. Et ensuite, voilà, le goût de la communauté, les nouvelles technologies, ce qui nous a amené à lancer le GenAI Network. L'idée, c'est de rassembler des experts techniques, comme vous ici présents, et vraiment d'avoir un espace, un forum d'échange pour parler de vos challenges, de vos cas d'usage, des outils que vous utilisez, que vous développez, que vous testez, des challenges, des difficultés éventuelles et des succès, évidemment. Le plus possible, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc voilà, merci évidemment à Samia, à Sergei, à toute l'équipe de Pigment qui nous accueille ce soir. Évidemment, tous ces meet-ups ne seraient pas possibles si on n'avait pas des entreprises avec qui on pouvait avoir ces petits partenariats qui nous accueillent si gentiment. Donc, merci beaucoup. Surtout que Pigment nous accueille pour la 2e fois. Voilà, le meetup du GenAI Network en quelques mots, et même le GenAI Network en soi, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un Slack. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas sur le Slack ici. Et évidemment, vous pouvez en faire la demande, mais c'est vraiment un espace de travail privé. Aujourd'hui, on est 125, 130 membres. Le but, c'est échanger entre pairs sur des thématiques et des thèmes techniques. Il y a ces meet-ups qu'on organise toutes les 6 semaines. Ici, c'est le dernier de l'année. On reviendra évidemment en janvier, une fois que les fêtes seront passées. Une page LinkedIn sur laquelle on arrive, j'espère actuellement, à vous partager de l'information, les lives des events, mais aussi d'autres news, GenAI et autres. Et ensuite, présentation des membres, évidemment, un nouveau projet. Je ne sais pas si Naël est là, qui a été lancé par Naël, merci à lui. Et enfin, un podcast, de nouveau, assez similaire au concept du Meetup, ici, mais évidemment en version enregistrée, où de nouveau, on accueille des experts techniques pour partager leurs outils, leurs challenges et leurs cas d'usage GenAI en entreprise. Comme toujours, 2 présentations, Q&A, et puis un petit moment d'échange où là, on aura l'occasion de boire un petit verre et de manger un morceau de pizza. On accueille 2 super speakers, Mathilde Bruce, qui est Head of Data IA chez Harvest, qui va nous parler d'un sujet qui l'occupe pas mal pour le moment, et d'un projet qui sont justement en train de roll-out actuellement. Donc, très curieux d'en savoir un peu plus. Et ensuite, le local de l'étape, on aura Sergei de l'équipe Pigment IA qui va nous parler de l'approche multi-agent de la plateforme Pigment IA et qui va même s'essayer une petite démo live. C'est un peu une tradition de GenAI Network. On a toujours une démo live, généralement qui fonctionne très bien, pas comme le LinkedIn Live. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. On choisit généralement la démo live. Voilà, je vous laisse entre les mains de Mathilde, Bruce, et n'hésitez pas si vous avez des questions, idéalement à la fin de la présentation. C'est parti. Merci beaucoup, Mathilde. Merci Alexandre, et merci à tous les 3 pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour partager du coup notre retour d'expérience sur les produits d'IA générative qu'on a développés chez Harvest, en se concentrant un peu plus sur ce que l'approche produit aussi nous a permis de faire, en plus des modélisations data classiques. Un petit mot sur l'entreprise Harvest. Je pense que vous ne la connaissez pas, sauf si vous envisagez une reconversion en gestion de patrimoine. On est un éditeur de logiciels qui, du coup, à destination des gestionnaires de patrimoine. Donc, on crée des solutions pour les métiers donc du patrimoine et de la finance. On n'est pas du tout une start-up. On a fêté nos 35 ans cette année, ce qui veut dire qu'on a 35 ans, on va dire, de développement de software derrière nous. Et on a grandi pour atteindre 500 talents et une diversité de clients qui est assez forte. Parmi les 4600 clients, on a une grosse base, c'est des conseillers en gestion de patrimoine, donc c'est vraiment des personnes qui sont des indépendants, qui font un peu tous les éléments de leur quotidien autour de la gestion d'entreprise aussi, et puis des grosses banques et des gros assureurs. Donc on équipe aussi le top 10 des assureurs français.
c'est important à garder en tête parce que du coup, nos produits, ils doivent convenir à l'ensemble de ces profils-là, sur toute la chaîne de valeur. Et un mot sur moi et mon parcours. Donc là, actuellement, je suis Head of Data chez Harvest. Grosso modo, dans l'équipe, on a 2 fonctions. La première, c'est d'aller équiper du coup tous les produits de fonctionnalités IA. Et on a aussi le rôle de embarquer tous les collaborateurs en interne chez Harvest sur l'adoption de l'IA, en leur proposant aussi des outils d'IA qui peuvent leur permettre de gagner en productivité. Et en fait, j'ai un prisme qui est quand même assez business au début, très orienté business. J'ai fait des SEC, puis ensuite centrale en maths appliquées. Et j'ai vraiment essayé tout au long de mon parcours, que voilà, je ne détaillerai pas plus que ça, mais d'aller vraiment me positionner en intermédiaire pour faire discuter des équipes techniques et des métiers qui n'ont pas forcément les mêmes codes, les mêmes langages, et de les aligner ensemble pour aller délivrer les meilleurs produits IA. Et juste avant de rentrer dans le détail, je voulais savoir qui parmi vous a un profil un peu produit business comme moi dans l'assemblée. Quelques-uns. Ah, cool. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation elle est faite pour tout le monde et que ça parle aussi à des profils plus techniques. Donc un petit mot sur les projets IA chez Harvest. On a lancé deux gros outils du coup IA dans nos produits, donc c'est des fonctionnalités produits. Le premier, c'est autour de la recherche documentaire. Donc, on a un logiciel qui est, on va dire, un peu le Wikipédia du gestionnaire de patrimoine, mais avec du contenu qui est vraiment écrit par des experts métiers chez nous, toujours exhaustif, à jour et sourcé. L'approche pour rentrer dans cette énorme base de documentaires, avant, c'était des mots-clés classiques qui marchaient pas très bien. Nos utilisateurs, ils perdaient beaucoup de temps à aller trouver la bonne information qui pouvait être perdue dans des documents de plus de 200 pages. Là, on travaille sur un projet pour aller interroger cette base à partir de leur vraie question, donc la question en langage naturel, et de leur donner des premiers éléments de réponse sous forme d'une synthèse avant d'avoir la possibilité d'aller creuser plus en détail dans les documents. Et le deuxième sujet, c'est plus autour des assistants. En fait, on a des outils sur nos 35 années d'existence qui sont devenus, on va dire, assez complexes à utiliser, qui ont beaucoup de force, mais dont l'onboarding est vraiment plus difficile. Donc, en fait, on a travaillé sur mettre en place des assistants utilisateurs qui sont là à leur côté, disponibles 24/24 dès qu'ils sont sur l'application, pour les aider à faire des actions simples, leur proposer un chemin ou une procédure pour aller finalement atteindre leur but dans ce qu'ils veulent faire. Et c'est surtout sur ce sujet-là ce soir dont je vais vous parler plus en détail. Et grosso modo, donc, je pense qu'on est tous d'accord des meet-up que j'ai vus un peu précédemment. L'approche quand on a pu mettre en place dans des projets data un peu plus traditionnels avant tout l'avènement de l'IA générative, pour faire un produit d'IA générative, on passe quand même par les mêmes étapes de développement. Donc, l'identification du problème utilisateur, la mise en place de la stratégie de modélisation, la récupération des données, l'analyse de ces données, la modélisation, plusieurs itérations entre ces étapes parce que ça ne marche jamais du premier coup. Une fois qu'on est OK, la mise en prod avec la mise en place de bêta-tests et puis tout ce qui va être des sujets autour de l'adoption. Ce soir, je vais reprendre ce process-là, les grandes étapes. Et en fait, au lieu de se focaliser uniquement sur la technique, je vais aussi vous partager une question produit qu'on s'est posée et qui nous a aidé du coup à faire, en plus d'avoir un outil qui est une bonne précision data, un outil qui est bien adopté par nos utilisateurs. Donc le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est le problème utilisateur qu'on résout. Donc là, on se positionne sur la partie assistant logiciel, aide à la navigation. On a notre outil phare qui est un CRM un peu augmenté qui permet vraiment de piloter tout ce qui va être relation client et suivi des portefeuilles financiers, qui est extrêmement complet en termes de fonctionnalités. Et donc ça, c'est sa force, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir beaucoup de traction sur ce produit-là. Mais par contre, d'un point de vue UX, c'est un mastodonte d'utilisation et toute la partie d'onboarding nécessite un paramétrage hyper long et fastidieux. Et la partie, on va dire, comprendre comment le logiciel fonctionne pour réussir
à bien naviguer dedans et à arriver en fait à déclarer un portefeuille, faire un suivi d'affaires, ce genre de choses, c'est assez difficile. Ce qui fait que non seulement nos utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, ils sont extrêmement frustrés quand ils arrivent sur E2S, et en plus de ça, on a une assistance client qui est sursollicitée d'appels de ces nouveaux profils pour les aider à configurer leur outil et à naviguer dans le logiciel. Donc, bien évidemment, dans les projets long terme, on a une refonte UX qui est en cours, mais comme on est sur des centaines de fonctionnalités, ça prend beaucoup de temps. Et on avait vraiment besoin d'apporter une solution à nos clients, notamment pour limiter la frustration. Donc en fait, c'est le but qu'on s'est donné avec cet outil. On s'est posé en fait trois grandes questions pour bien définir le projet du scopé. Donc le premier, c'est du coup, le but, ça va être de rendre l'utilisateur plus autonome dans son onboarding et la configuration de son outil. On est vraiment sur une population cible qui est hyper spécifique. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi dès le début à qui on s'adresse. Donc nous, on n'est pas sur l'ensemble de nos utilisateurs pour cet assistant. On est sur les nouveaux clients, l'onboarding, pas sur les experts qui connaissent bien l'outil et qui n'ont pas ce genre de problématiques à résoudre. Et on s'est aussi du coup posé directement nos indicateurs de succès sur lesquels en fait on considérera que le produit a un impact quand on aura réussi à avoir un impact sur ces deux indicateurs-là, donc qui sont le NPS pour ces nouveaux clients et aussi la diminution du coup des sollicitations à l'assistance. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce genre de réflexion dès le début, puisque ça permet aussi très rapidement d'aller justifier aux différentes parties prenantes l'existence du projet et de se dire, regardez, j'ai pas juste un taux d'adoption de 80%, j'ai vraiment eu un impact sur l'entreprise, sur le business, parce que mon NPS a augmenté, parce que mon assistance a moins d'éléments à traiter. La deuxième question qu'on s'est posée, une fois qu'on avait notre problème utilisateur bien identifié, c'est si finalement l'IA, c'est une bonne solution pour répondre à ce problème ou pas. Et je trouve qu'il y a plein de sous-questions qui peuvent être traitées de cette manière-là. Une pour moi qui est hyper importante, c'est de vraiment évaluer si la somme des bénéfices utilisateurs quand l'outil marche, enfin l'IA marche, compense la frustration ou les erreurs quand ça fonctionne pas, parce qu'on sait tous que les LM ils n'ont jamais 100% de bonnes réponses, surtout quand on est dans des systèmes. Donc là derrière, c'est un RAG qui tourne. On va consommer beaucoup d'éléments sur l'aide utilisateur et toute la documentation produit qu'on a en interne. Parfois il y a des trous, parfois liés à la désamination. Et vraiment de se dire, ok, on sait qu'il va y avoir des erreurs. Voici l'impact de l'erreur sur l'utilisateur et voici le bénéfice. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'IA ou si finalement c'est pas la bonne solution? Pour là, c'était assez facile parce que quelqu'un qui galère sous l'outil, lui donner la bonne réponse au lieu d'avoir à chercher dans la doc, appeler l'assistance qui répond pas forcément, et en fait être bloqué pendant de longues minutes, voire même une journée sur son produit, le gain de temps il est énorme sur une réponse juste. Alors que finalement l'erreur elle a pas beaucoup d'impact parce que la procédure, on lui dit qu'elle est mauvaise ou qu'il n'a pas la réponse, c'est réglé en quelques secondes. Et en fait, la frustration générée par cette erreur, elle est assez minime par rapport juste à la frustration que l'outil marche pas. Donc on s'est dit, on peut y aller avec de l'IA. Et ces sujets-là, ça permet aussi de se projeter directement sur, pareil, des indicateurs de réussite. Par exemple, on peut se dire, quel est le taux d'acceptation de mes bonnes réponses par rapport à mes erreurs? Est-ce que j'y vais quand je suis à 80% de bonnes réponses, 90, 95, etc., etc. Et ça détermine aussi du coup la rapidité avec laquelle on peut mettre le produit sur le marché. Prochaine étape, donc on n'a toujours pas commencé à faire du code là à ce moment-là ou à mettre en place des algos. Je pense que c'est important de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. C'est de préparer un set de données tests qui va permettre d'évaluer en fait si la modélisation qu'on fait elle a un impact significatif du coup sur la précision du modèle. Est-ce qu'on va réussir à retrouver un pourcentage de bonnes réponses qui est acceptable? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande en fait aux experts métiers de rédiger un ensemble de questions-réponses. On part sur 60 des questions que les utilisateurs vont poser. En fait, on prend les questions un peu les plus évidentes sur lesquelles on se doit d'avoir une bonne réponse.
et la réponse associée. Et en fait, le fait d'avoir cette base-là qui est fixe, on est en mesure, à chaque fois qu'on fait une itération sur le RAG et sur le système en général, de se dire, sur mes 60 réponses, il a répondu juste à 40 questions, il a répondu faux à 20 questions. Et puis sur ma seconde itération, il a répondu juste à 42 questions et du coup faux à 19 questions, etc., etc. Et donc on peut vraiment voir les incréments qu'ont la modélisation sur notre produit. Et on sait ce qui a de la valeur ou pas. Ça, c'est pour la partie technique. Et ça a aussi beaucoup de valeur sur l'engagement qu'on peut avoir avec les métiers. Donc, un projet data, surtout, je pense, sur la GenAI, où il y a vraiment besoin d'évaluation manuelle, ça se fait en main dans la main avec les métiers. Et en fait, le fait de leur demander au début du projet de prendre le temps d'aller rédiger ces questions-réponses et de se mettre à la place de l'utilisateur, voire même quand on a la possibilité de demander directement aux utilisateurs de partager leurs questions, ça permet de les embarquer directement dans le sujet, de voir s'il y a vraiment une motivation aussi, une envie de travailler ou pas, et du coup vraiment de se projeter sur ce que peut être le produit final. Donc ensuite de pas se tromper dans la partie modélisation. Comme beaucoup de monde, je pense, on a essayé de voir si pour gagner du temps, on pouvait utiliser les LLM pour faire l'évaluation automatique de ces questions à notre place. Pour faire ça, en fait, donc on avait notre jeu de 60 questions-réponses. On a fait une première itération. On a fait du coup réviser par nos experts métiers la justesse de ces réponses ou pas. Ils ont donné une note de 1 à 4, 4 étant la meilleure note. Ensuite, on a demandé de faire le même exercice, donc de dire si, par rapport en lui donnant les réponses et les questions, s'il pensait que c'était une bonne réponse ou pas. Et en fait, donc là, on a regardé la corrélation entre les différentes réponses. Et vous voyez qu'en fait, tout est corrélé aux 4. Donc en fait, ChatGPT nous a dit que tout était bon. Donc il n'a pas du tout compris la subtilité qu'on pouvait avoir, notamment d'un point de vue de la gestion de patrimoine, qui sont des éléments hyper techniques. On parle de PER, on parle d'assurance vie, on parle de fiscalité, de retraite, de prévoyance. C'est des modèles qui ont quand même été beaucoup entraînés sur la partie sur des éléments américains, donc ils n'ont pas réussi, enfin en tout cas dans notre sujet à nous, à comprendre assez de choses pour pouvoir se placer en évaluateur. Donc on a laissé tomber totalement la partie évaluation automatique et en fait on fait un process hyper manuel où ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on leur a mis en place une petite interface graphique pour que l'évaluation soit quand même la plus simple possible pour eux. Ou donner des feedbacks, c'est juste cliquer sur des pouces et sur des checkbox et tout ça. Mais on est sur quand même des sprints de 1 semaine où toutes les semaines on a poussé une nouvelle itération sur le modèle et où du coup nos experts métiers, ils ont pendant 1 ou 2 jours, ils révisent le jeu de questions-réponses et comme ça nous permet d'avoir l'impact de notre sprint sur la précision du modèle. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi en fait à atteindre le pourcentage de précision qu'on voulait. Beaucoup grâce en fait aux experts métiers qui nous ont fait des retours aussi quali et qui ont donné des orientations. Oui. Là, vous évaluez le dataset, vous évaluez les réponses avec l'évaluation manuelle. Et les sprints de 1 semaine, c'est juste un sprint de 1 semaine où vous avez fait un dataset de 60. Non, on a fait plusieurs sprints, c'était juste ça a duré 1 semaine à chaque fois. En fait, toutes les semaines, on livrait une nouvelle version du modèle avec les réponses. Ouais, c'est les réponses du modèle, ouais, bien sûr. Ouais, oui. Et c'était quoi la nature des erreurs? C'était le manque des informations. Excuse-moi, Jean-Jacques. Tu peux juste répéter des personnes sur le live. Oui. C'était quoi la nature des erreurs d'habitude? C'était un manque des informations? Ouais, il y avait, je vais détailler juste après ce qu'on a mis en place pour essayer justement d'avoir ces précisions-là. C'est cette slide, c'est là. Donc, je vous ai mis le schéma, mais je pense que c'est pas hyper intéressant. Enfin, grosso modo, on est sur une architecture RAG classique. Ce qu'on a fait pour que ça fonctionne bien, on a beaucoup retravaillé la documentation produit parce qu'à la base, dans l'aide utilisateur, en fait, il y a beaucoup de captures d'écran, d'icônes un peu partagées, du bouton suivant, ce genre de choses que du coup, il faut aller expliciter
pour que l'IA soit en mesure en fait de comprendre ce qui se cache derrière cette capture d'écran. On a aussi beaucoup revu des formulations qui étaient pas très bien tournées ou qui contenaient un peu d'implicite. Le but, c'était de rendre explicite toutes les manips qu'on pouvait faire sur l'outil. Et ça, on a la chance d'avoir une personne qui est content manager chez nous, dont la responsabilité, c'est d'écrire ses aides utilisateurs et toute la documentation de produit. Et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble pour lui, là, vraiment, le but, c'était que vraiment, ils comprennent comment ça fonctionne derrière le système de RAG et la reformulation par l'IA, pour que vraiment, il aille coller cette deuxième bouture de la documentation avec ce qu'on attend. C'est un peu tout ce qu'on dit autour du garbage in, garbage out, mais là, on est un peu obligé de passer par une étape de retravail de la doc pour elle passe par l'IA. Après, on a fait aussi beaucoup de travail d'explicitation de tout ce qui va être acronyme et synonyme. Il y en a énormément dans le concept de gestion de patrimoine. Il y a des PER, des PERP, des PERCO, c'est pas la même chose, donc il faut bien le dire. Il y a des assurances vie, il y a tous nos partenaires et nos fournisseurs qui sont appelés de manière un peu différente, qui doivent être aussi bien calés. Il faut que tout soit explicite, donc on a fait beaucoup de travail sur ces niveaux-là. Après, au niveau du RAG, on précalcule aussi pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont présentes que dans certaines parties de la documentation. Et du coup, quand on voit ces notions dans la question, on pousse directement les documents pour s'assurer que en fait, les réponses elles soient présentes dans la partie reformulation du LLM, quels que soient les chunks qui soient remontés. Et après, on a mis aussi en place un score minimal de chunk. On préfère que que l'IA ne réponde pas plutôt qu'elle réponde des choses totalement à côté. Donc, on a mis un seuil pour être sûr que ça passe dans la partie reformulation ensuite. Et puis, on a testé aussi des méthodes hybrides et re-ranking selon plusieurs critères métiers qui ont été plus ou moins intégrés ensuite dans le produit. Les problématiques qu'on a maintenant, plus sur le deuxième projet de recherche documentaire qui est un peu plus complexe, ça va être vraiment la partie stabilité du modèle, c'est-à-dire que pour la même question, avec les mêmes chunks, parfois quand c'est des éléments un peu de raisonnement sur la gestion de patrimoine, il va pas nous donner exactement la même réponse. Ça, c'est assez complexe du coup à un peu monitorer et à avoir des actions dessus. On travaille aussi beaucoup plus sur la qualification et pousser en fait l'utilisateur à reformuler sa question avant de lui apporter une réponse, pour être sûr que il n'y ait pas juste un ensemble de mots-clés qui perdent un peu l'IA, et qu'on ait bien en fait tous les éléments qui permettent de donner une réponse juste. Donc l'idée serait d'ajouter vraiment une étape où on demande à l'IA de bien catégoriser les questions. Un truc assez étonnant, c'est on parle beaucoup de démembrement, qui n'a rien à voir avec couper des bras et des jambes, et de legs démembrés. C'est plutôt des sujets au niveau de la succession. Mais ça on est directement censuré en fait par l'API. Donc pareil, on a dû trouver un peu des petits détours pour faire comprendre que non, on ne va pas tuer quelqu'un ou le démembrer, mais qu'on veut juste répartir un peu mieux la succession de son grand-père. Pour mieux gérer la partie vraiment du coup compréhension de la précision métier, on réfléchit à faire du fine-tuning de l'embedding. On pense que finalement en fait la manière dont sont embeddés les mots, ça a des impacts sur toute la chaîne d'après au niveau du RAG. Et si on arrive du coup à faire un fine-tuning vraiment précis qui aille comprendre les différentes subtilités entre les mots et les expressions, on va avoir un impact hyper majeur sur la précision. Ça, je sais pas s'il y a des gens, moi je suis prête à en discuter si jamais il y en a qui ont déjà réfléchi sur ça aussi, qui ont mis en place des choses, avec plaisir pour creuser ça aussi avec vous par la suite. Donc on est arrivé à notre pourcentage, l'objectif de précision en fait sur les bonnes questions-réponses. Pour autant, le projet s'est pas arrêté là. On n'a pas considéré qu'on avait fini notre produit. On a fait un travail ensuite pour aller coller la manière dont le modèle écrit la réponse à ce que l'utilisateur attend et les éléments dont il a. Pour pas qu'il y ait. En fait, on voulait surtout pas qu'ils se rendent compte que
c'est un peu un robot ou un chatbot et il faut que ça reste quand même un produit Harvest qui va dans le ton de communication Harvest et dans les éléments du produit qui se connaît. Donc ça, on a pas mal travaillé, fait du design de réponse avec le prompt, notamment sur 3 éléments. Le premier, du coup, c'est de dire quel rôle on lui donne, comment est-ce qu'il se positionne pour aller faire cette procédure. Ça pourrait être un expert du produit, ça pourrait être juste lire la documentation. Nous, on a choisi de se dire que c'était comme si c'était quelqu'un de son équipe, donc un confrère, enfin en tout cas un conseiller en gestion de patrimoine, mais expert du produit qui va expliquer du coup les différentes étapes pour arriver à la procédure qu'ils cherchent à faire. C'est hyper lié aussi aux demandes au niveau du ton et du vocabulaire employé. On a dit d'entrée de jeu que nous, on demandait à l'IA d'expliciter PRA et documents d'entrée en relation et ce genre de choses. Pour le coup, dans la réponse, il n'y a pas besoin que ce soit explicite parce que ils sont tous censés savoir ce que c'est une déclaration d'adéquation et la différence avec un document d'entrée en relation. Donc, il faut un peu faire du retraining sur ça aussi. Et on a passé beaucoup de documents écrits par Harvest. Tout ce qui est un peu wording du produit et communiquer, ce genre de choses, pour que la réponse de l'IA soit bien calée avec ce qu'on a l'habitude d'écrire en tant qu'Harvest et pas en tant que client. Et il y a un sujet aussi sur la longueur des réponses, parce que plus les réponses sont longues, potentiellement plus il y a d'erreurs aussi. Alors que si elles sont plus courtes, on a moins de risques d'erreur, mais en même temps, il faut que ce soit clair et précis. Donc il y a un peu eu un jeu d'équilibre sur la réponse, quoi, au niveau de la longueur de la réponse et de sa précision. Une fois qu'on avait notre RAG qui était prêt, on s'est posé la question du coup de la mise en prod et notamment de quelle manière on allait appeler le modèle de reformulation derrière. Et ça nous a coûté beaucoup, enfin ça nous a pris beaucoup de temps de trouver en fait finalement le bon équilibre entre ces 3 éléments que moi je trouve incompatibles tous les 3. Donc on a la flexité du produit et l'innovation, c'est-à-dire que à quel point on peut se permettre d'aller vite en appelant un GPT ou un Claude via une API et ça nous permet de se débrancher s'il y a des soucis, d'en appeler plus en même temps et d'être hyper rapide aussi sur la manière dont on met à disposition l'outil, on innove. De l'autre côté, il y a la partie sécurité des données. Nous, dans la gestion de patrimoine, on a une énorme culture de sécurité des données parce que les données contraintes dans nos outils, c'est les données financières des Français. Donc, on est beaucoup soumis à des contrôles de la part de la CPR et enfin, donc on a cette culture de vraiment sécuriser nos données et de se poser la question. Et après, il y a la partie coût du produit. Il y a beaucoup de sujets sur la manière dont quand on appelle des API, on paye à l'usage de nos clients, en fait. Donc, potentiellement, à un moment, ça dérape au niveau des coûts. Donc, il faut qu'on soit en mesure quand même de les maîtriser ou pas. Alors que si on fait un hosting du modèle, typiquement, peut-être ça va nous coûter plus cher, mais au moins, on saura à quoi s'attendre en termes de coûts. Donc, je trouve que ces 3 éléments-là, ils sont assez difficiles à optimiser en même temps. Je vais vous proposer des éléments de réponse qui sont ce qu'ils sont. On peut, je pense, aussi les challenger, mais typiquement, si on se dit que on va avoir beaucoup de flexibilité et d'innovation sans pour autant se préoccuper de la sécurité des données, enfin, en tout cas, où c'est pas un sujet pour nous, c'est plutôt aller servir les API en direct. Et puis, le coût du produit, c'est quelque chose qui fait plutôt une variable d'ajustement. La solution un peu middle que nous, on a choisi, c'est d'avoir des API sécurisées au sein d'Azure OpenAI ou Bedrock, dans le sens où, en fait, on a quand même des garanties beaucoup plus fortes au niveau de la sécurité des données et de la zone de process. On garde cette flexibilité au niveau de l'innovation et du changement de différents modèles si besoin. Par contre, comme je vous disais, on a quand même ce coût du produit qui peut dériver à un moment donné, à tout moment. Ou alors, si on n'est pas prêt à renoncer à ces données, enfin à la sécurité de ces données, on fait sur un hébergement du modèle et on a aussi des coûts qui sont plus ou moins maîtrisés. En fait, le fait de prendre un peu de recul et de se dire, en fait, c'est quoi qui est important pour moi et pour mon produit? Est-ce que c'est la sécurité de mes données? Est-ce que c'est le coût que je vais y mettre derrière? Ou est-ce que finalement c'est la flexibilité et la rapidité du marché? Eh ben, ça nous a permis en fait de prendre la décision de manière hyper sereine et d'aligner tout le monde et de passer cette étape-là et d'aller plus loin. Ensuite, bon, du coup,
une des problématiques aussi de tout ce qui va être GenAI, c'est surtout que là, on est sur des outils où finalement c'est très ouvert au niveau du prompt. L'utilisateur, il peut poser n'importe quelle question, il peut poser des questions même qui ont rien à voir avec l'outil ou l'assistant. Et du coup, c'est hyper important de savoir que à tout moment que l'outil il répond bien à la manière, il est bien utilisé de la manière dont on l'a conçu par nos utilisateurs. Donc on a mis en place tout un ensemble de métriques, donc des métriques d'usage beaucoup plus orientées produits en fait, donc avec le taux d'adoption, le nombre d'utilisateurs, les feedbacks qu'ils nous font ou pas, même si c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix quand on est sur des usages sur des milliers d'utilisateurs. Les taux de clics sur les documents sources, et puis voilà, on fait un effort de qualification des questions qui sont posées. Après, on a des métriques au niveau de l'inférence, donc le temps de la réponse, le nombre d'erreurs, la disponibilité du produit. Et puis on fait des tests de charge réguliers pour être sûr que les API elles soutiennent le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir en simultané. Et après, on a des métriques au niveau de la précision du modèle. Donc, on utilise la librairie Ragas qui permet de faire en fait des évaluations automatiques avec des analyses sémantiques des questions qui reviennent. Donc, on l'utilise pas on n'utilise pas ces métriques pour calculer précisément les réponses. On les utilise en fréquentiel. En fait, on regarde que par exemple, si mon answer correctness elle est à 80%, si à un moment donné elle tombe à 60%, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Donc c'est plus la gestion au niveau de l'alerting. On a calculé de manière automatique quand l'IA aussi ne sait pas répondre. Ça permet d'avoir aussi un espèce de plancher de ok, là mon utilisateur il n'a pas eu de réponse à sa question. Ça veut pas dire que quand elle est bonne c'était la bonne réponse, mais je sais qu'il y a au moins je sais pas 20% des questions où il n'a pas eu de réponse. Ça c'est pareil, c'est pas mal aussi en fréquentiel. Si à un moment il y a un pic, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, quoi. Et puis toujours une revue périodique d'un échantillon de questions-réponses par les équipes métiers pour avoir un peu de feedback quali et de revue vraiment technique sur les questions. Donc là, on utilise pas mal le dataset de test du début qu'on fait évoluer en fait au fur et à mesure des bêta-tests et des retours utilisateurs avec d'autres questions. Et c'est un peu notre produit pilote, quoi, enfin notre outil pilote pour faire ces évaluations. Ça fait beaucoup de métriques, notamment sur la partie précision. Donc en fait, on a essayé de travailler sur avoir une métrique qui nous sert un peu pareil de cœur de suivi. Et si ça la déconne, ça veut dire qu'en fait un peu tout déconne, quoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ce fameux dataset qui nous sert tout le temps. Et donc, on a fait passer notre modèle final sur les 60 questions-réponses, les 60 questions dont on avait aussi la réponse. On a fait tourner Ragas sur nos 3 métriques. Donc, il y a l'Answer Correctness, l'Answer Factualness et le contexte recall. Et du coup, on avait nos 3 métriques Ragas, la réponse de notre modèle final, la réponse attendue par, la vraie bonne réponse. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait tourner un petit arbre de décision sur nos 3 métriques Ragas qui devait prédire si la réponse donnée par le modèle était juste ou fausse. Ce qui nous permettait, au début, on voulait mettre ça un peu, faire tourner ça de manière automatique, parce qu'on avait des assez bons résultats, mais comme on est sur quand même un échantillon hyper faible de 60 questions-réponses avec 3 variables, c'est quand même pas génial, quoi, en termes de data science. Mais donc, quand on a analysé le modèle, les résultats de l'arbre, on s'est rendu compte que finalement, il n'était pas, on pouvait le simplifier assez facilement pour pouvoir avoir notre propre arbre de décision sur lequel, du coup, en fait, avec juste des calculs, on va pouvoir dire si à partir des métriques Ragas, si la réponse elle est juste ou elle est bonne. Ce qui fait que sur notre dataset de test, on est toujours en mesure de savoir si le modèle il est dans les niveaux de précision sur lesquels on a travaillé, ou si pareil, il y a des éléments qui déconnent. Et donc, ça nous donne quand même beaucoup de sérénité sur l'évaluation du modèle quand on le pousse face aux utilisateurs, sans avoir à regarder des millions de métriques et des millions de tableaux de bord. Dernière étape, je pense la plus difficile,
Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de Crossing the Chasm qui a été développé par Geoffrey Moore. En fait, il répartit la population en 5 catégories par rapport à leurs affinités par rapport à la technologie, et notamment aux technologies de rupture. À gauche de la courbe, il y a les early adopters. Nous, on est tous des early adopters de l'IA là. On l'a prise, on la maîtrise. Je pense qu'on s'est tous lui parler. Elle a intégré nos quotidiens. Et on sait aussi d'un autre côté, on est OK quand il y a des bugs. Parce que c'est un peu le côté early adopter. T'es là pour, tu veux tester une technologie très tôt, mais du coup, tu te rends compte qu'il y a des bugs. La majorité de la population, elle est plutôt à droite de la courbe, le mainstream market. C'est des personnes qui utilisent un outil pour avoir un gain de productivité direct et qui veulent que ce soit dans la continuité avec les outils qu'ils utilisaient avant. Ils sont pas prêts sur ce niveau-là pour avoir des éléments de rupture, et surtout, ils sont pas prêts à avoir des bugs ou des choses qui marchent pas. Et en fait, quand on développe un outil d'IA à des clients finaux, notre public cible, c'est tout cela. Donc, c'est pas des gens comme nous qui ont les mêmes réflexes face à l'IA, qui savent leur parler, qui savent se dire OK, ça marche pas, ma question elle marche pas, mais c'est pas grave, demain j'irai lui poser une autre question et peut-être que là ça marchera et je continue d'y croire. Et ça, en fait, et c'est pour ça qu'on parle de chance, donc c'est vraiment le gouffre, dans le sens où c'est deux populations différentes et on peut pas utiliser les early adopters pour aller convaincre le mass market. Il faut aller s'attaquer directement à eux en termes de marketing et d'adoption produit. Et ça, nous, on s'est rendu compte que c'était hyper difficile, en fait, d'engager les gens qui sont très réticents sur l'IA et tout ça, sur l'usage de ton produit. D'autant plus qu'on est sur une population, enfin les gestionnaires de patrimoine, c'est vraiment pas c'est même pas des early adopteurs d'une technologie plus simple comme la visio. Il y en a encore plein qui font papier crayon avec leur rendez-vous en présentiel et qui ont du mal à saisir plein de choses dans les outils technologiques. Donc c'est un énorme challenge sur lequel on est en ce moment, de se dire comment est-ce que on les prend par la main, on les embarque avec nous, on les rassure et on les fait comprendre que finalement cet outil va vraiment leur apporter des bénéfices. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est hyper itératif par rapport aux bêta-tests qu'on fait et aux interviews et retours clients. On a eu, même si notre modèle il marchait bien, nos premiers retours utilisateurs, ils étaient assez durs en fait, parce qu'ils n'avaient pas compris justement la valeur ajoutée et le design n'était pas assez abouti. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait beaucoup de pédagogie dans l'outil. Il y a plein de pop-up et des éléments qui sortent en disant voici comment faire une recherche, voici des bons exemples de questions à poser, ce que vous pouvez pas poser. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont poussés en face de l'utilisateur pour qu'il comprenne comment ça marche. On fait beaucoup de rappels des éléments connus. Donc, dans les réponses de l'IA, il y a toujours des liens vers l'aide utilisateur métier qu'ils connaissent, qui ne changent jamais, sur lesquels, du coup, ils peuvent se rappuyer tout le temps si jamais ils ont un problème avec l'IA. Et puis, on essaye de rassurer et d'avoir un peu la possibilité de rollback. Typiquement, sur l'assistant IA, il est là par défaut. Donc, c'est vraiment une première porte d'entrée sur les problématiques qu'on a d'utilisation. Mais par contre, il y a toujours la possibilité d'aller se rappeler à l'assistance classique et au téléphone ou à l'être humain, en tout cas. Ils sont jamais seuls face à l'IA. Ça, je pense que c'est hyper important. Et après aussi, il y a beaucoup de travail en fait sur les personnes. À côté de ça, moi, j'ai vachement investi déjà en interne sur la partie acculturation. Donc vraiment aller répéter ce que c'est l'IA générative, les cas dans lesquels ça marche pas, les cas pour lesquels ça marche, prendre vraiment les utilisateurs par la main et surtout en fait les équipes client facing pour que elles aussi elles puissent porter le message aux utilisateurs et à nos clients quand elles ont des discussions avec elles et pas justement les techs qui d'une manière ou d'une autre se posent déjà la question et sont déjà impliqués là-dedans. Et du coup, on fait aussi des webinaires et des formations IA à destination de nos clients pour lesquels ils savent pas du tout par où commencer et du coup, on les aide aussi sur ces sujets-là.
La suite de ce projet-là, et de manière générale, je pense dans les projets qu'on aura sur l'IA chez Harvest, moi ce que j'en retiens, c'est que c'est quand même super difficile de maîtriser son produit quand les requêtes utilisateurs elles sont ouvertes, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, et que finalement je sais pas si c'est la bonne solution parce que souvent l'utilisateur il sait pas vraiment ce qu'il sait de lui-même ou il est pas capable de l'exprimer. Donc on est beaucoup plus maintenant sur des sujets où en fait on va avoir des actions qui sont prédéfinies, qui sont ensuite servies par l'IA, mais donc beaucoup plus sur l'évolution autour des agents ou même un ensemble d'agents. Donc j'ai hâte de la prochaine présentation pour voir aussi ce qu'on peut faire. Et puis un sujet dont j'en ai déjà parlé, mais former et acculturer tous les gens avec lesquels on est en contact sur ce que c'est vraiment l'IA, pour pas qu'il y ait de grosses déceptions ou d'effets waouh partout alors qu'en fait ça marche pas. C'est méga important et je pense que si on veut tous que l'IA générative soit un succès et soit adapté à sa juste valeur, c'est un combat que tout le monde devrait faire avec moi. Voilà, donc j'étais ravie de cette présentation. Si vous voulez qu'on continue, j'ai mes coordonnées derrière ce QR code. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez. Ouais. Super. Qui a des questions? Alors, attendez. Merci. Super présentation. Merci beaucoup. Très pédagogique. J'ai une question sur le sujet de la trajectoire adoption et le sujet UX évoqué là en introduction. Donc, avec, j'ai compris, il y a peut-être 2 temps. Dans un premier temps, on sait qu'on a un existant, un legacy de 35 ans et donc on va pas le transformer du jour au lendemain. Et cette approche d'un assistant pour aider à découvrir toute la documentation, tout l'existant, on a vu la partie technique, donc hyper intéressant, la méthodologie d'évaluation, c'est vraiment passionnant. Pour le sujet, transformer l'UX, mais à petite dose, parce qu'on n'a pas toute la bande passante pour faire ce refacto-là. C'était quoi vos questions principales pour se dire comment est-ce qu'on refactore l'interface, que l'on repense le parcours utilisateur pour une adoption avec un outil, un assistant de GenAI, sans avoir juste un chatbot en bas à droite de l'écran, mais aller au-delà de ça? Alors ça, c'est en fait l'UX, c'est vraiment un sujet produit. En fait, c'est l'UX du produit qui est totalement rechallengé. Moi, je suis en discussion très régulière avec les PM sur les idées qu'ils ont et savoir si on intègre l'IA ou pas. Le but, c'est pas non plus d'aller mettre de l'IA partout. Donc, en fait, c'est vraiment eux, ils vont revoir l'UX à partir de zéro, donc en recartographiant le parcours utilisateur et les possibilités de l'outil. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces problèmes-là, d'aller se poser la question si on met de l'IA ou pas derrière, aussi en fonction de la bande passante, des sujets, tout ça. Et après, l'intérêt, on a commencé par cet outil-là parce que c'était là où il y avait le plus de besoins. On a une gamme de 10 produits. L'idée, c'est d'aller aussi roll out les assistants sur les autres produits. Donc, même si à la fin, notre assistant, parce qu'on va changer l'UX, il n'aura pas exactement la même tête que celui sur lequel on est en train de travailler en ce moment, on aura gagné tous ces éléments-là pour les autres produits. Merci. Merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Pour la partie retrieval, vous utilisez quoi comme méthode? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le... Sur Retrieval, on a testé déjà pas mal de choses entre la recherche hybride, le re-ranking et tout ça. Oui. Et en fait, l'impact est pas bon parce que l'embedding est pas assez bon derrière, en fait. D'accord. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'ai 2 questions et je rebondis sur ce qu'a pu dire la demoiselle devant moi. Vous avez des problèmes avec les embeddings parce que le texte, il y a trop on va dire de jargon, de jargon, ou c'est parce que le chunking est pas bon et que vous avez peut-être besoin d'avoir tout le texte et de faire le chunking sur tout le texte? Je sais pas, il y a des méthodes qui s'appellent le late chunking qui permet de faire tout l'embedding et puis ensuite de recoller ça correctement. Et deuxième question, c'est bout à bout, ça vous a pris combien de temps pour monter un projet comme ça? Alors, je commence par la deuxième question parce qu'elle est facile à répondre. C'est plus court. Sur l'assistant, on a commencé à bosser dessus en avril. Et là, on est en train de roll out à tous les utilisateurs. Donc, 6 mois à peu près. Ouais. On est 3 dans l'équipe.
Et c'est, en fait, on a 2 sujets, il y a 2 devs, IA entre guillemets, enfin qui font tout. Et donc c'est un projet par personne, quoi. Sur Fitnet, on a mis plus de temps. On travaille depuis janvier puisque c'est vraiment plus long le sujet. Après, la question sur l'embedding, donc on a testé effectivement pas mal de stratégies de chunk. Les chunks fixes, les chunks où il y a de l'overlap entre les différents chunks. Le côté un peu, on Sémantique. suit la structure du document. C'est ça qui marche le mieux finalement. Mais en fait, on a vraiment une problématique de retrouver les bons chunks, quoi. Vraiment. Parce que vous vous limitez, je sais pas, à 10, 15 chunks ou c'est une question de coût ou pas du tout? En fait, il y a un côté aussi où plus tu donnes de chunks à l'IA, plus elle va être perdue dans les informations que tu lui Ouais. donnes. D'où le re-ranking et Ouais. toutes les techniques pour Ouais. juste garder l'information essentielle. Mais Mm. ok. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur moi j'appelle ça tests unitaires. Enfin, si on prend que vous avez mis en place, est-ce que lorsque vous faites ce genre de test avec les utilisateurs, vous faites un run ou plusieurs runs pour voir, parce que vous l'avez souligné à un certain moment, le gros problème c'est le fait qu'on n'est pas sur des modèles déterministes. Moi, j'ai travaillé sur un autre projet où il y avait une partie RAG, il y avait une partie plus génération de code pour faire du data processing. Et le principal aussi problème qu'on avait avec nos super users, donc ceux qui faisaient partie du projet, c'est que vous avez un prompt qui fonctionnait cette semaine et dans 2 semaines plus tard, le prompt fonctionne plus, ou même d'un run à l'autre, en fait, du fait que de la part de l'aléatoire, le modèle va faire des choix différents. Et ce qui fait que quand on voulait avoir la validation pour dire que le MVP fonctionne, les utilisateurs ont imposé le fait que faut que sur 3 runs au moins que ça marche 2 fois. Et mais à la limite, nous, on parlait d'un produit en interne avec une population qu'on peut éduquer. Donc, par exemple, un des moyens nous, pour améliorer la précision, c'est vraiment le prompting, comme vous avez dit. Donc, former un peu au prompt engineering. Mais là, on parle de données un peu financières, on parle d'utilisateurs externes. Est-ce que vous avez des retours plutôt négatifs qui ont peut-être mis en danger le fait que vous allez implémenter l'outil? Et si oui, est-ce que vous avez des moyens d'avoir une visibilité sur de regarder un peu ce que les utilisateurs ont posé comme question et avoir un peu les retours? Parce que, et je finirai la question là-dessus, c'est que lorsque vous avez des utilisateurs qui n'ont pas été éduqués, des fois les questions elles sont catastrophiques. Mais en fait, elles sont catastrophiques de notre point de vue d'early adopters, parce qu'on sait que lui, l'IA, il faut lui parler, il faut lui donner des questions précises. Mais pour un utilisateur, vous lui parlez d'une intelligence artificielle, il va pas faire l'effort en fait de la Ouais. formuler de façon claire. Voilà. Ouais, c'est notre problématique principale en ce moment. Du coup, en fait, dans les tests, à chaque fois, dès on les poussait, en fait, on a toute notre test de validation en interne, où là, c'est les experts métiers, donc eux, ils savent les enjeux qu'on a derrière, et on bosse vraiment ensemble, main dans la main. On est dans les daily tous les jours, on se partage des infos, donc eux, ils sont au courant, et ils étaient vraiment là pour vérifier la précision du modèle. Et en général, ils nous donnaient aussi, donc il y avait la réponse finale et puis les sources qui sont citées. Donc comme ça, on pouvait savoir si c'était plutôt côté prompt ou côté retrieval. Une fois qu'on est passé face aux utilisateurs, effectivement, on n'avait plus du tout cette notion-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur les bêta-tests, en vrai, on le dit aux utilisateurs, mais on note toutes leurs questions et leurs réponses. Elles sont toutes enregistrées pour qu'on puisse les repasser ensuite une à une, entre guillemets, quoi, pour vraiment comprendre ce qu'ils ont dans leur tête et s'ils utilisent bien l'outil ou pas. Et là, du coup, ce qu'on regarde, ça va être du coup, en fait, on va qualifier les questions. Entre bonnes questions, en grosso modo, bien scope, enfin dans le scope de la doc qu'on a, bien formulé, mal formulé et hors scope. Et après, on fait des métriques de précision sur ça, du coup, pour avoir les vraies métriques de précision de nos modèles. Et puis, ça nous pousse vachement, en fait, à ce que je disais, retravailler le design du produit, la manière dont on pousse la fonctionnalité, dont on fait de la pédagogie avec l'utilisateur, qu'est-ce qu'on met à côté. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup de liens avec l'assistance, des éléments qu'ils connaissent. Et c'est pour ça aussi que moi, je me dis, en fait, j'arrête avec les prompts ouverts, parce que non, nos utilisateurs, ils sont pas assez experts pour, comme ça, même avec tous les efforts qu'on a, parler correctement à une IA. Il faut qu'il y ait une phase en fait de préqualification. Là, ce qu'on fait sur
la base documentaire, c'est qu'on va vraiment dire non, en fait, ta question, elle est mal posée, je comprends pas. Enfin, on est en train d'essayer, donc j'espère que ça a marché. Je réponds pas. Enfin, donne-moi plus d'indications et j'ai besoin d'avoir ça, ça et ça avant de te répondre. Et ensuite, on ira interroger notre base documentaire. Mais ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est la difficulté principale en ce moment. S'adapter au niveau de l'IA de l'utilisateur, quoi. Et vous avez résolu les problèmes d'hallucination ou ça vous arrive d'avoir des utilisateurs qui vous disent d'où vient, enfin, j'ai reçu une réponse qui a absolument rien à voir avec ce que Ouais, bah ouais. Je pense que tu peux pas, malgré tout ce qu'on met en place, se garantir un 100% de réponse juste sans hallucination. Donc c'est ça fait partie du jeu. Et après, on met bien dans les produits, comme sur ChatGPT ou autre, hein, attention, vous êtes en train de parler avec une IA, elle peut se tromper, pensez à vérifier vos réponses et ce genre de choses. Et c'est pour ça que je pense que se poser la question de l'impact de l'erreur en amont du projet, c'est hyper important. Parce que si en fait c'est vraiment trop problématique pour toi de gérer les hallucinations et que tu vises un 100% d'erreur juste avec, 100% de bonne réponse avec l'IA, bah faut pas utiliser l'IA en fait. Faut aller la chercher ailleurs quoi pour répondre aux problèmes. En fait, ça revient au problème dont tu parlais, tu sais, d'atteindre le public mainstream. Ouais. Surtout quand tu es dans une population qui est réticente. Ouais. Il suffit que parmi les premières expériences, tu tombes sur des erreurs qui sont dues au fait que tu es dans un modèle stochastique. Ils vont tous lui dire pourquoi j'utilise ça. Exactement. Je peux pas le faire confiance. C'est pour ça que le choix des bêta-testeurs est hyper important aussi. De trouver le bon profil entre ceux qui sont dans ton cas d'usage et en même temps comprennent l'IA pour pas tous les perdre. Et en même temps, tu peux pas ouvrir à l'ensemble des bêta-testeurs d'un coup parce qu'effectivement, tu as tous ceux qui diront ça marche pas ton truc, ils y reviendront jamais, quoi. Tu les as perdus. Merci. Alors, bonjour. Est-ce que vous avez été confronté à des conflits entre des droits utilisateurs et des niveaux de confidentialité de la documentation ou pas? Là, franchement, on est parti hyper simple. Les utilisateurs auxquels on ouvre le produit, c'est des utilisateurs qui ont accès à toute la documentation possible. D'accord. Ouais. On a décidé de pas aborder cette question de filtrage et de documentation dans un premier temps, parce que ça concerne aussi la majorité de nos utilisateurs. Et sur cette question de droit d'utilisation, tout ça, on verra ça dans un second temps. Bon courage alors. Merci beaucoup pour les questions. On va passer à la deuxième présentation. Comme ça, on pourra continuer les échanges évidemment avec Maxime de fidèles sont arrivés, mais on a une deuxième présentation. Mais on va choisir la deuxième présentation. Tu as tout le temps que tu veux. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. C'est top. Je te laisse te mettre. Ouais. Magnifique. Mais donc je vais peut-être commencer par la démo. Ici, il y a juste le on-off ici. Donc, tu fais juste aller-retour, mais juste pas l'étape. Je t'ai laissé le QuickTime ouvert pour la vidéo. Quand tu feras échappe, tu peux la mettre. Ouais. Je vais peut-être commencer par la vidéo en fait. Ah bah oui. Ouais. Hop. Bah, après tu sais faire. Mais là en grand écran si tu veux que. Okay. C'est le même écran que tu vois. C'est le vert là. Ok. On verra en haut. Moi je fais full screen. Activer le plan. Ouais. Oui, appuie vraiment. Ok. Ok. Je commence. Du coup, merci à tous d'être venus. Merci à Alexandre. Merci aussi à Samia qui a proposé du coup ce sujet pour la présentation. Donc, moi, je m'appelle Sergei, je travaille chez Pigment, ici. Je suis data scientist et je travaille sur plusieurs sujets. Donc, mais parmi les sujets, je travaille sur ce sujet un peu niche
qui est l'utilisation des agents IA pour améliorer l'expérience utilisateur. Et je vais peut-être, pour expliquer un peu plus, donc chez Pigment, nous on est un peu près 400 personnes. Et l'équipe IA, on est peut-être une dizaine qui travaillent sur plusieurs features IA. Donc il y a plusieurs personnes ici, vous pouvez discuter plus. Et là, je vais juste vous montrer une parmi les features. Mais d'abord, pour expliquer un peu ce que c'est Pigment, donc je voulais faire vraiment une live démo, mais je ne peux pas utiliser mon ordi. Du coup, je viens d'enregistrer la vidéo, je vous promets que c'est pareil que live démo. Donc, et je vais un peu expliquer ce qui se passe. Donc là, vous voyez la plateforme Pigment, qui est une plateforme de gestion d'entreprise financière avec beaucoup de données tabulaires. Donc vous pensez, pour déjà avoir une idée, pensez à plein de tableaux type Excel interconnectés avec plus de fonctionnalités autour. Et là, je vais commencer la vidéo. Donc là, pour vous montrer, en fait, je vais l'arrêter. Donc, pour vraiment définir ces données chez Pigment, il y a ce qu'on appelle les dimensions. Et là, imaginons que j'ai une entreprise qui vend des fruits. Pour faire un exemple très simple, donc j'ai plusieurs fruits, une pomme, orange, etc. Et j'ai aussi des propriétés de ces dimensions. Pourquoi c'est important? Parce que pour analyse de données, c'est souvent plus important de regarder des propriétés qui groupent en fait plusieurs éléments de dimensions de base, comme là par exemple le goût. Donc vous voyez que le même goût groupe plusieurs fruits. Ça va être important ensuite. Je continue. Là, pareil, j'ai une dimension de pays où je vends mes fruits et pareil, propriété de région. Et là, ce qu'on appelle une métrique. Donc, une métrique est définie, là, c'est les fruits, les ventes de fruits. La métrique est définie sur ces dimensions. Donc là, vous voyez vraiment toutes les données parce que ça reste un exemple très simple. En réalité, une métrique peut être définie sur 10 dimensions, chaque dimension avec 10 propriétés. Donc, on ne peut pas le visualiser comme ça, mais juste pour cet exemple, pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, vous voyez vraiment toutes les données de la métrique. Il y a aussi les dimensions de temps. Donc, j'ai deux données, année 2023 et 2024. Donc, vous allez voir. Et là, j'ai mis, donc tout ça, c'est les données synthétiques. Là, j'ai mis 0 fait exprès pour voir si mes agents IA peuvent trouver ça. Et là, comment on l'utilise? Donc, on part, par exemple, le CEO de l'entreprise part de cette fenêtre, une board de comparaison pour ces 2 années. Et là, je vais peut-être l'arrêter. Là, on entre dans le workflow de features IA qui sont plusieurs. Mais là, je veux juste vous montrer cette feature qu'on appelle Insights, vraiment pour creuser les données. Donc là, vous voyez 2 chiffres agrégés. Et la question que l'utilisateur se pose, c'est pourquoi il y a une différence. Donc pourquoi il y a une baisse de vente pour l'année 2024. Et du coup, ce qui va se passer, là, il y a les agents qui tournent, qui vont analyser ça et je vais vous expliquer ce qui se passe sous le capot après, qui font des breakdowns par dimension, qui sont parfois cachés, qui sort plusieurs vues avec une sommaire, ce qu'on avait trouvé. Donc là, il a bien trouvé qu'en Europe, il y a une baisse de vente. Et il propose aussi des actions. Donc vous voyez plusieurs actions. Donc là, j'ai cliqué sur investiguer l'Europe. Et il continue l'analyse. Donc là, il a creusé vers l'Europe précisément. Donc là, il affiche les pays en Europe. Et donc, il a identifié les 2 pays, France, Italie. En fait,
on n'est pas obligé de cliquer sur ce qui est proposé. On peut écrire en texte. Je pense que ou peut-être pas pour cette vidéo, mais on peut cliquer dans le texte. En fait, moi, je veux bien creuser ce produit par CPI et guider analyse. Donc, on a vraiment human in the loop ici. Je pense que là, ça va s'arrêter. Donc, ouais, donc là, je montre un exemple comment on peut guider l'analyse. On peut aussi proposer à la fin, souvent on le fait pour les démos, fais-moi une sommaire de tout ce que tu as trouvé en forme de présentation PowerPoint. Et là, elle va faire un texte, un joli texte qui va du coup tout summariser. Donc voilà la petite démo. Et j'ai quelques slides pour vous expliquer vraiment comment ça marche. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Comment je retourne vers là? Juste une petite question concernant les différents use cases que vos clients utilisent sur ce genre d'analyse de données. Est-ce que vous avez réussi un peu à segmenter les différentes demandes qu'il y a un peu de vos utilisateurs pour ensuite être capable de bien créer les agents qui répondent bien à ces demandes-là? Ou Ouais. vous êtes sur quelque chose qui est très freeform un petit peu et c'est un petit peu au petit bonheur la chance en fonction de ce que la personne demande? Ouais, d'abord, je dois vous dire que c'est pas encore accessible aux clients. Donc, c'est une feature qui est en prod, mais qui est en train d'être testée. On a d'autres features qui sont accessibles aux clients. Là, par exemple, si quelqu'un veut juste afficher les ventes de fruits sur... donc, il veut pas forcément creuser pourquoi, avec la question pourquoi, mais il veut juste afficher une vue. Là, c'est un cas d'usage très typique. On appelle ça text to view. Là, ça marche très bien. Ça utilise pas les agents, ça utilise une forme de chaîne. Et d'ailleurs, on peut faire peut-être une présentation sur ça, si Samia veut, ou quelqu'un d'autre. Et donc, pour les agents précisément, les cas d'usage, donc on a classifié plusieurs cas. Donc, notamment, pour l'instant, on a support pour 2 cas. C'est vraiment une question que l'utilisateur veut résoudre. Donc, première question, pourquoi est-ce que j'ai ce chiffre là? Donc, explique-moi ce chiffre. Et deuxième question, pourquoi est-ce que j'ai une différence entre ces deux chiffres? Et on a donc ça, ce qui est déjà fait. On a aussi des idées pour expliquer vraiment des tableaux. Donc, expliquer des tableaux, trouver des outliers, expliquer les outliers dans les time series aussi. Donc, il y a des cas d'usage comme ça pour les agents. OK. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des gens qui connaissent le concept des agents IA ici? OK, donc pas mal de monde. Je vais expliquer quand même niveau très basique ce que c'est un agent IA. Donc, pour moi, et là, vous voyez, les slides sont beaucoup moins professionnels, donc j'ai essayé de trouver un emoji avec un agent, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, un agent, pour moi, c'est un acteur qui utilise un LLM comme en fait son cerveau et qui lui donne des possibilités de faire des actions. Et pour ça, on a ce qu'on appelle les tools, les outils. Donc, un exemple classique, c'est par exemple ChatGPT qui peut utiliser un moteur de recherche pour aller faire un truc externe de LLM. Donc ça, c'est un tool. Mais ce qui est surtout intéressant pour notre cas d'usage, c'est des tools qui sont en interne, donc sur notre plateforme. Par exemple, faire aller choper les données sur cette dimension. Et LLM peut parler à ces outils avec tool calling, donc une interface bien structurée. Et donc, si on ajoute plusieurs agents, donc ça devient un réseau multi-agents. Et il y a plusieurs traits des agents, en fait. Donc, il y a ce que j'ai dit, le tool calling. Il y a réflexion, planification, on va pas parler de ça. Mais il y a surtout aussi collaboration entre multi-agents, sachant que ça devient vraiment intéressant pour les tâches compliquées où une tâche peut être séparée entre plusieurs mini-tâches. Et il y a un agent pour chaque tâche qui est vraiment spécialiste de que ça. Donc, il fait que ça. Il peut être fine-tuné aussi pour cette tâche.
Et il y a peut-être aussi le superviseur qui décide à quel moment switcher entre les agents. Donc, vous allez voir ça. Alors, donc voilà aussi le dessin magnifique de Iman que je fais. Question importante, comment est-ce qu'on peut intégrer vraiment un data analyst? On essaie de en fait remplacer un peu ce que fait data analyst, le niveau très basique. Comment on peut l'intégrer dans Pigment? Sachant qu'il y a déjà des outils automatisés comme par exemple Pandas AI, donc on n'est pas les seuls de faire analyse de données automatique. Donc ces outils open source, par exemple, peuvent faire génération de code pour vraiment faire des statistiques sur les données, aussi génération du code pour faire des images, visualisation. Et vraiment, on a accès à toutes les données, donc vous donnez accès à toutes les données à votre assistant. Nous, on est différent parce qu'on essaie d'intégrer ça dans une plateforme déjà existante qui a front-end, qui a le back-end. D'ailleurs, il y a Jérémy qui est responsable de cette partie, qui peut vous parler plus de ça. Et notre assistante, il est à part, donc il part à back-end déjà existant. Donc, il fait pas de génération de code. Par exemple, pour produire des images, il dit à back-end, moi je veux cette image avec interface bien déterminée. Et c'est le back-end qui en fait remplit ces données avec les vraies données, qui produit les vues que vous avez vues. Ça évite aussi le risque de hallucination parce que toute cette partie à gauche, donc, cette partie, c'est déterministe. Donc c'est que AI System qui peut se tromper, par exemple dans le sommaire. Et l'assistant, il n'a pas accès à toutes les données qui peuvent être énormes, vraiment des millions de lignes. Et il n'a pas accès de faire requête SQL direct. Donc lui, il parle aussi à backend. Donc il peut demander par exemple projection les données sur une dimension ou plusieurs dimensions. Donc voilà, c'est un peu plus structuré comment on les utilise. Donc les outils sont bien déterminés. Et voilà, ça nous permet d'intégrer un assistant dans un produit qui existe déjà. Hop. Et quels sont les frameworks qui peuvent être utilisés pour travailler avec les agents? Donc il y a bien sûr LangChain, qui est un truc très générique, qui permet donc déjà, sans rien en plus, permet de définir des architectures des agents un peu basiques. Par exemple, avec un seul agent et plusieurs outils, ça marche plutôt bien. Ça marche pas très bien quand on essaie de vraiment scaler avec plusieurs agents et des échanges un peu complexes. Et pour ça, il y a des frameworks dédiés. Donc, par exemple, il y a LangGraph, qui est fait par l'équipe de LangChain, mais qui est un truc à part. Et qui permet vraiment de structurer, de définir les interactions, donc les échanges entre les agents, les règles pour switcher les agents. Il y a CrewAI, il y a aussi AutoGen qui a le plus d'étoiles sur GitHub. Et c'est super pour vraiment commencer l'époque avec des notebooks Jupyter. C'est ce qu'on avait fait. C'est très facile à utiliser. Mais finalement, donc, on a décidé de continuer avec LangGraph parce que ça permet de customiser plus vraiment ce qui se passe en interne et parce qu'on utilise déjà LangChain. Voilà. Deuxième chose, donc là c'est la première chose pour commencer à travailler avec les agents, de choisir un framework. Deuxième chose, c'est vraiment définir quel est le state, c'est-à-dire l'état qui est gardé pendant toute la conversation entre les agents. Et la partie la plus importante, c'est des messages. Donc en fait, il y a une queue des messages qui commencent avec le system message pour chaque agent. Ensuite, il y a le human message. Vous allez voir un exemple. Et ensuite, on ajoute des AI messages avec la conversation. Il y a aussi les input context et output context qui sont un peu techniques, peut-être pour notre solution, qui servent plus à lire et remplir les données générées. Donc, par exemple, les vues sont remplies pendant la conversation avec ce output context. Et là, donc, je vais vous montrer
l'exemple de vraiment l'architecture avec LangGraph que vous avez vu. Donc là, c'est aussi des images que vous pouvez produire avec LangGraph. Donc c'est vraiment dans une forme de graphe où on a des nœuds pour les agents et on a des flèches pour les règles de switcher. Donc on commence avec déjà un agent qui s'appelle Data Analyst, qui lui a accès aux outils. Il y a plusieurs outils. Il y a aussi le nœud de Final Response qui nous permet de structurer la réponse. Donc, vous avez vu, il y a la sommaire et il y a aussi les prochaines étapes proposées. Donc, ça, c'est grâce à cette structure. Et il y a aussi le nœud de superviseur qui, lui, à terme, il va servir à vraiment, quand on ajoute plus d'agents, de définir quand on doit passer la main à l'autre agent. Mais pour l'instant, il sert juste à forcer la réponse structurée. Donc, lui, il détermine quand on arrête la conversation et dirige vers la réponse de Final Response. Et là, j'ai une conversation typique des échanges qui commence par System Message. Là, on définit ce que c'est chaque agent. Donc, you're a helpful data analyst, etc., etc. Donc, c'est assez long. Je vous montre pas tout ici. Il y a aussi le message de l'humain qui est généré comme ça. Donc, pour ce cas d'usage, donc c'est là on fait une différence entre les cas d'usage. Donc là, c'est le cas d'usage de comprendre une chiffre, donc product sales. Ensuite, data analyst, lui, il décide d'appeler les tools. Donc là, dans ce cas, breakdown dimension, il peut faire plusieurs appels dans un seul appel, plusieurs tools. Donc là, il a choisi de faire, c'est lui qui est autonome en prendre les décisions. Donc nous, on n'a rien à coder ici, c'est la différence entre les agents et vraiment les chaînes. Donc on laisse vraiment à l'IA de gérer l'analyse. Donc lui, il a décidé de faire ça, de creuser avec ce tool de breakdown. Ensuite, il a trouvé quelque chose, donc il a fait le sommaire. Superviseur lui a dit, OK, on est content avec cette fin de conversation, on passe la main à l'humain. Lui ensuite va vers Final Response. Il produit la sommaire et les next steps. Et ensuite pour next turn, donc là, on va injecter tout ce qui s'est passé comme déjà des messages, comme si c'était début de la conversation. On ajoute la prochaine message de l'humain. Par exemple, là, j'ai écrit Focus on Fruit Sales. Donc là, ça va devenir un autre message. Et du coup, ça continue, donc, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça marche avec Human in the Loop. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ou peut-être on fait, je sais pas, à la fin, on peut faire à la fin. J'en profitais vu que je l'ai. J'ai une question sur le choix des frameworks d'agents que tu avais présenté. Ce que j'ai observé pour avoir expérimenté sur ce type de produit, c'est globalement, tu as une phase principale qui est l'intent détection de l'intention de l'utilisateur, et ensuite un catalogue, un listing des différents outils avec les API associés et les paramètres permis par ces API-là. Sur les différentes frameworks que tu as proposés, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme coût d'onboarding et de s'approprier, on va dire, la façon de consommer du LangGraph ou du CrewAI, etc., pour des choses qui étaient très sensibles à des breaking change selon leur cycle de mise à jour pour un écosystème qui n'est pas encore super mature et c'est normal, c'est très récent. Ouais. Et je voulais savoir comment vous étiez positionné sur, bon, okay, est-ce qu'on fait en interne notre framework on définit une machine à état finie, on implémente les transitions d'état, ou est-ce que l'on choisit de choisir une lib qui existe, mais pour lequel on va peut-être devoir subir un gros refacto dans 6 mois, puisque ils vont changer leur API. Oui, c'est une bonne question. Donc, on a pas mal réfléchi sur ça. Donc, moi, je dirais que donc, quand on a vraiment commencé de travailler sur l'IA, c'était pas du tout mature. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi pas décidé d'utiliser les agents pour la première feature qui était TextStudio. Donc là, ça fait déjà, je dirais, plus qu'un an que LangGraph existe. Donc, il a 7000 étoiles sur GitHub. Donc, c'est assez mature, à mon avis.
Mais oui, donc ça fait partie du jeu. Donc s'il y a des breaking change, on est obligé de faire le travail. Donc sinon, oui, si c'est vraiment un enjeu très important, donc peut-être autogène, ça peut, c'est encore plus mature, donc c'est encore plus vieux, Cru AI aussi. Donc c'est vraiment une question que vous devez se poser dans l'équipe. Est-ce que c'est vraiment très très important ou est-ce que c'est les avantages donc d'un graphe sont plus importants peut-être. Donc, mais je suis d'accord. On avait bien pensé à ça aussi. Merci. Je pense que j'ai 2 slides en plus et après on peut faire des questions avec tout le monde. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est ce que vous avez vu pendant la live démo, c'est l'architecture avec vraiment un seul agent principal. Mais l'avantage des agents, c'est que c'est facile à scaler pour les tâches plus complexes en ajoutant plus d'agents. Et là, donc je vais vous montrer une étude qu'on a fait pour ce cas d'usage assez intéressant parce que c'est le paradoxe de Simpson qui est assez connu pour data analysis parce que ça peut être contre-intuitif même pour les humains. Donc là, vous voyez un tableau où on compare 2 traitements pour deux types de maladies. Et ce qu'on voit ici, c'est par exemple le traitement B est toujours meilleur dans les 2 cas. Mais quand on agrège, pardon, le traitement A est meilleur, mais quand on agrège, c'est le traitement B qui devient meilleur. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif parce que il faut vraiment aller creuser et regarder que c'est le nombre de samples qui est dominé dans ce cas par ce type de maladie et dans l'autre cas par l'autre type. Et, donc, on voulait regarder si on peut arriver à résoudre ce paradoxe avec les agents. Et là, vous voyez un diagramme qui a plusieurs agents. Donc, il y a un superviseur qui détermine quel agent d'appeler. Il y a le data analyst avec ses outils. Il y a aussi formula analyst parce que là, ici, il y a une formule aussi qui a ses propres outils. Et il y a final response. Et du coup, ici, la conversation s'est passée comme ça. Donc, il y a le system message encore pour chaque agent. Il y a le human message qui est can you help me understand why the success rate is higher for treatment B, qui est vraiment la question qu'on essaie de résoudre. Lui encore, il appelle formula analyst, que pour l'instant j'ai juste fait un peu un RAG maqué qui explique comment marche cette formule, qui est assez simple. On enlève une dimension pour agréger les 2 types de maladies et on divise les 2. Donc, lui, il a fait son boulot et il fait que ça. Il fait pas d'autre chose. Donc, il fait pas agrégation, désagrégation. Ça, c'est le boulot de data analyst, qui est lui aussi appelé par le superviseur. Donc, et lui, donc là, je vous cache un peu les étapes intermédiaires avec les appels de tools que vous avez vu dans l'exemple précédent. Et du coup, lui, il a vraiment arrivé de résoudre ça. Donc, ça, c'est copier-coller de vrai POC que j'ai fait. Donc là, il a arrivé vers la conclusion que c'est vraiment due to a disproportionate number of trials with small stones. Voilà, et donc à la fin, on fait réponse finale. Donc, pour moi, ça c'est vraiment système multi-agent, c'est le seul moyen de résoudre ce type de questions un peu tricky, donc pas évident même pour un data analyst. Et donc, malgré tous les avantages des agents, ça reste vraiment l'avantage principal. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ça, parce qu'on sait que ça peut scaler pour avoir des tâches plus en plus compliquées. Et voilà, donc je veux pas cacher aussi des problèmes. Donc là, j'ai essayé de lister avantages et des inconvénients des agents. Donc il y a bien sûr toujours cette question de créativité ou cohérence. Donc l'utilisation des agents plutôt que des LLM seuls ou des chaînes
offre plus de flexibilité, mais il y a aussi plus de risques de résultats imprévisibles. Sachant que, donc là, dans notre cas, comme je l'ai dit, on évite le problème de données fausses dans les vues parce qu'on utilise la partie déterministe. Donc, l'assistant, il est limité avec ce qu'il peut faire. Et ce qu'on peut toujours faire, c'est ajouter un agent de vérification. Donc, passer par un agent à la fin qui va faire vérification. Et si jamais il trouve un problème, il relance toute la chaîne. Il y a aussi la gestion du scope, du périmètre de l'analyse, parce que parfois, on arrive vers la fin de l'analyse et lui, il a du mal à comprendre qu'il n'y a plus rien à creuser, mais il propose quand même des suggestions pour les prochaines étapes. Et parfois, il arrive jusqu'à la fin et il propose des stratégies business qui est vraiment pas son périmètre. Donc, nous, on veut juste limiter l'agent à ce qu'il peut faire avec les outils. On veut pas qu'il devienne un chat GPT financier, même si ça peut être considéré comme futur, mais pour nous, c'est plutôt un bug pour l'instant. Il y a bien sûr tous les soucis de débogage et de test. Donc, tester les systèmes d'agents, c'est plus complexe parce qu'il y a les interactions sont plus complexes. Et le problème principal, c'est que c'est pas facile à définir quelles sont les réponses correctes ou pas correctes, parce que c'est vraiment tout le schéma d'analyse qui peut être bien ou qui peut être pas très optimal, mais c'est difficile à dire pourquoi c'est pas optimal. Donc ça, c'est vraiment un problème peut-être en général pour toutes les generative AI utilisation pour analyse de données. Voilà, et à la fin, si vous êtes intéressé, donc on vient de publier un blog sur notre site de blog Pigment qui parle plus de justement tout ça. Et merci à tous. Voilà. Merci pour la présentation, très intéressant. Moi, j'avais une question concernant le supervisor, parce que selon toi, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un supervisor plutôt qu'une chaîne, plutôt que d'abord d'appeler le data analyst, puis après le formula analyst, puis après le data analyst, parce que moi, quand j'utilisais un peu un manager, souvent je tombais sur des résultats un peu moins pertinents où il y a un manager qui va pas appeler le bon agent, où il va y avoir une boucle infinie parce que le résultat est pas suffisamment pertinent pour le manager. Donc c'est quoi l'intérêt d'utiliser un manager? Ouais, je pense que c'est justement, on ne veut pas se limiter à juste une hiérarchie trop stricte, parce que parfois tu peux arriver à une situation où tu veux d'abord appeler formula analyst, ensuite data analyst, ensuite formula analyst encore. Donc tu peux avoir des échanges qui sont pas comme déterminés avec les chaînes. Donc ça dépend de cas d'usage. Donc tu peux creuser un peu avec data analyst. Lui, il est bloqué, il peut rien faire, mais tu peux reprendre la main avec formula analyst. Et c'est le superviseur qui doit décider ça. Donc pour moi, c'est plus flexible qu'une chaîne. Avec une chaîne, tu peux pas vraiment faire ça. Parce qu'après, au bout de la chaîne, tu peux rajouter aussi un agent qui vérifie si le travail est bien ou pas et renvoie au début de la chaîne. Ça devient, c'est pas aussi flexible, mais tu peux garder une meilleure traçabilité. Ça devient un système multi-agent avec une chaîne au départ. Ouais. Donc la question, c'est que donc tu veux quand même faire des agents, mais tu veux pas faire multi-agent avec superviseur, c'est ça? Bah moi, du coup, j'essaye d'éviter parce que j'ai vu dans les résultats, c'était moi-même, mais peut-être que je l'ai juste mal utilisé. Ou ça marchait moins bien pour le cas d'usage. Je pense que ça doit dépendre aussi du cas d'usage. Et ensuite, à la fin, l'agent de vérification, il peut relancer toute la chaîne, c'est ça? Ouais. Oui, je pense que c'est valide comme l'approche. Oui, vraiment à regarder. Peut-être que c'est moins imprévisible que cette solution avec superviseur. Ouais, bah ça. Bah, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça permet de garder une meilleure traçabilité, peut mieux comprendre ce qui se passe et ça pas moins d'halluciner et moins faire des allers-retours. Ouais. Je pense que c'est vraiment c'est plus puissant dans les cas où on ne sait pas quelles sont les étapes. Donc vraiment avec Simpson's Paradox,
peut-être il y a pas de formule à analyser. Donc, peut-être que tu veux aller direct à data analyst, où tu peux avoir encore plus d'argent. Donc, tu sais vraiment pas quelles sont les étapes. C'est dans ce cas que c'est intéressant. Donc, tu dis, moi, je sais pas, mais peut-être LLM, il sait. Ouais. Ok, très clair, merci. Ouais. Merci pour la présentation. J'aurais plusieurs questions. Déjà, la première, qu'est-ce que tu envoies en fait au back-end? Donc, il n'y a pas d'exécuteur de code, donc tu n'exécutes pas du Python. Donc, Ouais. quand tu veux faire tu veux un visuel ou tu veux une data, qu'est-ce que tu envoies au back-end? Je veux savoir. Et comment tu as entraîné l'agent en fait à parler le vocabulaire que ton back-end ou que votre outil utilise? C'est la première question. Mhm. La deuxième question que j'avais, c'était quelle est la principale source d'erreur que vous avez? Et quand vous avez des erreurs, qu'est-ce que vous faites pour améliorer? Est-ce que vous avez, par exemple, une librairie d'exemples pour permettre à l'outil de savoir pour des requêtes assez précises, peut-être d'un point de vue business, de s'améliorer? Et la Ouais. dernière, j'ai oublié. Ah oui, si, la base de... Peut-être on fait dans l'ordre. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, déjà, pour parler back-end, donc il y a toute l'infrastructure en Python qui est écrite pour, par exemple, faire générer une vue. Il y a, par exemple, les dimensions que LLM peut choisir. Donc, lui, il fait vraiment le minimum de travail. Il génère pas des structures complexes. Tu peux aussi faire génération avec function calling, par exemple avec JSON schema, tu peux faire ça aussi. Mais là, dans ce cas, c'est LLM qui choisit juste le minimum. Donc, lui, il choisit quels sont les filtres et les dimensions dans les vues. Et c'est ça qu'on passe à backend. Et dans le backend, il sait comment générer vraiment des vues à partir de ça. D'accord. Donc, Voilà. l'LLM, il génère du langage naturel. Et ensuite, après, tu as un filtre pour le transformer en schéma. Comment ça se passe? Tu envoies directement le langage naturel à ton backend qui peut l'interpréter? Donc, LLM, il génère le langage naturel à partir de ce qui est donné dans le prompt. Donc, dans le prompt, on précise qui sont les dimensions valides. Après, si jamais LLM se trompe, donc, il y a une erreur qui est envoyée toujours dans la partie Python, qui est renvoyée aux agents. Et eux, ils peuvent comprendre que, en fait, oui, on s'est trompé, ça n'existe pas cette dimension. Et refait. Donc, c'est ça aussi la puissance des agents. Donc, tu peux te tromper et ça va te relancer. Oui, donc ça c'est pour la partie comment on parle à backend. Donc, deuxième question, c'était les erreurs qu'on a. Ouais, Ça. quelles erreurs? Oui, c'est encore tôt, donc on est en train de tester ça, donc on n'a pas vraiment eu retour des clients. Mais déjà, donc supporter tous les cas d'usage réels, être clair qu'on supporte, qu'on ne supporte pas. Le truc avec gestion de périmètre, donc comme je dis, ça revient à chaque fois. Donc, même si on précise bien dans le système prompt qu'il faut bien rester dans le périmètre, il a du mal de comprendre vraiment quand il n'y a plus rien à faire. C'est aussi le cas avec n'importe quel LLM, donc ChatGPT, il a du mal à comprendre s'il est certain ou pas. Donc, il va pas te dire, en fait, moi, je suis pas certain. Donc, il va toujours répondre à quelque chose. Et là, c'est pareil. Donc, il va toujours te proposer quelque chose, même si ça fait pas beaucoup de sens. Donc, vraiment comprendre où il faut s'arrêter et de se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est assez compliqué. Des erreurs aussi, hallucinations. Donc, comme je dis, c'est la partie déterministe qui gère les vues, mais tu peux avoir des erreurs dans le sommaire, dans le texte. Heureusement, on n'a pas eu beaucoup de cas comme ça, donc c'est pas très souvent. Donc peut-être que les LLM se sont améliorés un peu, mais ouais, donc voilà, c'est ça. Merci. Juste la dernière question, c'est de savoir quel framework vous utilisez pour communiquer avec la base de données. Ça, c'est donc la partie back-end qui gère ça. Donc Ok. moi, je touche pas à ça. Peut-être Jérémy, tu peux dire. Donc, Pour la base de données, on a en base de données plusieurs méthodes qui on peut par exemple voir les
Ah, non, en fait, d'accord, c'est juste, je voulais savoir, c'est pas l'agent en fait qui génère du SQL. C'est ça, c'est ce que je dis, ouais. Ok, ok. Oui, c'est justement, c'est pour ça que du coup, ça passe par backend. Donc, il n'y a pas une connexion directe comme ça. Ah, ok, ok. Donc, c'est ce que je dis aussi. Donc, ça nous évite aussi de faire génération du code SQL. Et c'est pareil avec les views. Donc, nous, on fait le minimum de travail nécessaire pour ensuite passer à backend qui, lui, fait une requête valide à base de données. Ok, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. Ah, pardon. Je sais pas juste après, là. Deux petites questions. La première, est-ce que vous avez testé Swarm de OpenAI qui vient de sortir ou pas du tout? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un outil de monitoring que vous avez préféré pour analyser les différents calls qu'il y a eu dans les différents workflows agentiques? Ouais. Ok, en un, je pense que c'est très impressionnant, mais c'est très long pour ça parce que il y a vraiment beaucoup d'échanges. Donc, même une seule réponse de modèle en A, ça peut prendre 1 minute. Et là, il y a pas mal d'interactions entre les agents. Donc, peut-être que la version mini peut être envisagée. Donc là, pour l'instant, on utilise 4O, GPT-4O. Peut-être des modèles anthropiques sont donc Claude Sonnet et il est pas mal. Donc on voudrait bien tester plus de modèles. Donc pour l'instant, on n'a pas encore lancé cette phase de comparer les performances. Je parlais du framework, enfin la librairie qui vient de sortir OpenAI Swarm pour pouvoir faire de l'orchestration d'agents. Je sais pas, c'est vraiment tout nouveau, hein, donc je sais pas. Je serais surpris d'ailleurs qu'il y ait vraiment beaucoup de tests dessus, mais je sais pas si vous avez déjà. J'ai pas entendu de ça. J'ai vu qu'en janvier, ils veulent proposer une solution pour faire les agents, donc pour optimiser les tâches comme, je sais pas, gérer un voyage, un truc comme ça. J'ai pas encore vu les détails. Donc je peux pas te dire. Et l'outil de monitoring? Ouais, l'outil de monitoring. Donc pour les agents, c'est plus compliqué que pour LLM Sol parce que tu veux vraiment avoir donc un truc qui peut avoir des boucles, donc plusieurs interactions. Donc nous, on vient de faire une étude, on a comparé Langfuse, Longsmith et Literal AI, et je pense qu'on a convergé vers Literal AI, qui est une entreprise française qui fait un peu similaire à Longsmith, mais moins cher. Et c'est justement ce qu'on vient de discuter, parce que moi j'étais en vacances et voilà, c'est la décision qui était prise. Donc, franchement, même Langfuse, il marche OK. Il est open source, gratuit. Mais il est un peu moins user-friendly. Et vraiment pour les conversations longues, c'est facile de perdre le flow. Donc voilà, donc la réponse, c'est Literal AI qu'on va utiliser. Et du coup, juste une petite question concernant l'architecture. Comment déterminer le nombre d'agents à utiliser pour la tâche? Ouais. Comment s'effectue un petit peu le découpage des tâches? Ouais, ça c'est vraiment donc la question peut-être principale, comment faire ça. Donc la règle, c'est une tâche bien définie, séparée, doit avoir un agent. Donc là, par exemple, dans ce cas, c'était assez facile, par exemple, parce que tu peux faire indépendamment analyse de formules et analyse de agrégation, des agrégations. Mais il y a des cas plus complexes, donc on vise d'ajouter plus d'agents, par exemple un agent qui peut trouver des outliers. Donc là, ça peut être une tâche à part. Donc pour moi, toutes les tâches qui sont donc c'est un peu comme avec software engineering. Si tu arrives à faire un module qui est lié pas fortement avec les autres tâches, donc qui peut être assez isolé, et tu peux aussi facilement tester si l'agent marche sur cette tâche précisément. Là, tu arrives à bien structurer. Mais c'est une bonne question, donc c'est un peu trial and error. Donc tu essaies plusieurs choses. Ouais, pour moi, une tâche bien
séparés, c'est un agent. Et au niveau de l'efficacité, j'imagine que si on découpe avec trop de tâches, on perd en efficacité. Oui, non, est-ce que tu as pu voir des exemples où au final c'était peut-être mieux de découper avec des tâches très très précises? Moi, je dirais, si tu arrives à découper, il faut mieux découper. Ok. Parfois, c'est juste pas possible. Donc, parfois, c'est vraiment, tu dois prendre en compte toutes les réponses. Donc, data analyst, c'est par exemple, tu essaies de séparer entre breakdown dimension analyst et select filter analyst. Ça va pas marcher parce que c'est très lié. Donc, je dirais, ouais, essaie de bien comprendre où il y a le moins de lien entre les tâches. Mais si tu arrives à séparer en plus de tâches, plus d'agents, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Plus de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Un petit rappel pour ceux qui voudraient prendre la parole au prochain ou dans les épisodes à venir. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On est toujours preneurs. Nous, je sais pas, la mise en place en production, des tests, tout ce qui pourrait être utile à l'ensemble de la communauté, surtout avec les workflows agentiques, c'est quand même assez récent. Donc, s'il y a d'autres retours d'expérience, etc., avec grand plaisir. Puis ceux qui seraient tentés par un petit épisode de, pourquoi pas, podcast sur Parolia, avec plaisir aussi pour en discuter. Merci à tous. Il y a des pizzas là-bas, du coup. Et du soft.